Évidemment, sur Boursorama, on voulait vous parler parce que c'est important. Il y a cette grogne des automobilistes qui monte face à l'envolée des prix des carburants. Hier, on avait l'image, encore une fois, après les déclarations du Premier ministre et du Président, d'un gouvernement qui ne reculait pas. Et ce matin, au travers de cet entretien donné Europe 1, qui n'était pas en direct, qui était préenregistré, on a un geste qui est fait par le Président Macron. Voilà les images. Pour le coup, c'était son anciennes images là qu'on voit là, mais c'est Europe 1 qui sort l'info. Donc le Président Macron qui cherche un petit peu à apaiser les esprits avec toute une série de mesures qu'il souhaite voir mises en œuvre. On en parle avec Mathieu Plane. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Il l'a rappelé, le président Macron, il assume parfaitement, encore une fois, ces hausses de taxes sur les carburants, notamment sur le diesel. On va revenir juste après sur, encore une fois, ces mesures pour aider, mesures compensatoires. L'aumône dit d'ailleurs, faire l'aumône dit, c'est Benoît Hamon là, qui vient de réagir. Mais sur le fond, il a raison, le président, de tenir bon sur cette politique de transition écologique, de transition énergétique. On ne peut pas d'un côté dire, oh là là, on respire mal, on tombe malade, etc. Et de l'autre côté, pas taxer encore une fois la pollution. Il n'y a pas une contradiction là. Je pense qu'il y a, non, mais il y a consensus pour, bien sûr, avoir une politique qui vise à accélérer la transition énergétique. Je pense qu'il y a un consensus là-dessus. Après, ça c'est l'objectif. Après, c'est quels sont les outils, les leviers pour y arriver. Et là, on voit un seul axe. Je pense que c'est pour ça c'est assez mal perçu. On voit un seul axe qui est la fiscalité, donc le côté plutôt punitif de la transition. On parle de 3 milliards d'euros par an. Oui, c'est pas une bonne si, c'est beaucoup parce que. Non, mais non, c'est beaucoup. Chose, hein. C'est beaucoup. Non, c'est 3 milliards, mais après, il s'ajoute 3 milliards. C'est-à-dire que tous les ans. À la fin du quinquennat, on est 14 milliards de fiscalité écologique par rapport à la situation de 2017. Donc, sur les ménages et sur les entreprises. Sur les ménages et les entreprises, sachant que les entreprises peuvent répercuter dans leur prix, effectivement, cette fiscalité-là. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que le problème que ça pose, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une idée derrière de la fiscalité, de créer effectivement des incitations. Si vous payez plus cher votre essence, vous serez peut-être plus incité à prendre des transports en commun, à arbitrer différemment. Mais voilà, la question qui se pose, c'est... Pardon, je coupe, mais c'est le raisonnement d'ailleurs du président. Il nous dit quoi? Il dit en gros, on va taxer encore une fois le carbone, tout ce qui est une énergie carbonée, pour financer quoi? Les nouvelles énergies et de nouveaux modes de déplacement. Ça tient la route, mais c'est sur le papier. Hein. Alors voilà, on a un problème de séquençage. Pour moi, dans beaucoup de mesures, il y a un problème de séquençage. C'est-à-dire que le côté hausse de fiscalité arrive tout de suite, et on le voit avec des effets sur le pouvoir d'achat. Et après, même s'il y a de l'ambition sur la transition énergétique, ça peut être sur l'investissement par exemple, sur un certain nombre de points, est-ce que la rénovation des bâtiments, sur pas mal de choses qui sont des questions importantes, on voit que ça va être des mesures de très long terme. Mais pour le moment, les Français, ce qu'ils voient, c'est qu'ils payent surtout plus cher leur carburant et que l'impression que cette politique-là est plutôt un outil de bouclage budgétaire, en fait. C'est-à-dire, globalement, les recettes fiscales qui sont issues de la fiscalité écologique ne sont pas forcément affectées à la transition énergétique ou à compenser des pertes de pouvoir d'achat. Et donc, ça va être plus globalement, on voit les leviers, notamment sur 2019, il y a des mesures importantes qui vont arriver. Le gouvernement a très peu de marge de manœuvre pour redistribuer les gains fiscaux issus de la fiscalité écologique. Parce que ça fait quand même beaucoup de milliards en moins, de pouvoir d'achat en moins pour les Français. Même si d'ailleurs, ça peut vraiment modifier les comportements d'ailleurs. Sur le papier, on se dit oui, ça coûte plus cher. Pour utiliser des moyens un peu techniques, on parle d'élasticité, des comportements au prix. En fait, on voit qu'elles sont très très faibles à court terme. C'est-à-dire que les gens ne modifient pas leur comportement ou très peu, ont très peu la possibilité d'arbitrer. Donc on voit que l'effet direct, c'est un effet négatif sur le pouvoir d'achat. À plus long terme, ça peut jouer. C'est-à-dire que vous allez renouveler votre véhicule, prendre un véhicule moins polluant, vous allez rénover les bâtiments de façon à ce qu'il y ait moins de dépenses énergétiques. Vous allez peut-être moins vous chauffer au fioul domestique et plutôt à d'autres types d'énergie. Mais on voit qu'à court terme, très clairement, les gens le voient comme quelque chose de contraint. C'est une dépense contrainte et qui va affecter leur pouvoir d'achat, sachant que cet aspect-là, on en parle globalement, mais assez inégalitaire. C'est-à-dire qu'on voit bien, effectivement, on ne va pas parler des zones rurales, urbaines, etc. Mais le poids de cette fiscalité en fonction du revenu est d'autant plus fort que vous êtes dans les bas revenus. En gros, les classes populaires, les classes moyennes sont beaucoup plus affectées que les hauts revenus. D'ailleurs, pardon pour l'incise, mais c'est intéressant parce que hier, dans la presse régionale, le président Macron nous dit, mais je rappelle quand même qu'en gros, il dit 70% de la hausse, ou 80%, je ne sais pas le chiffre qu'il employait, de la hausse du prix de l'essence, du prix des carburants à la pompe, c'est pas nous. C'est le reste du monde, c'est le cours du pétrole. Pour le coup, il a raison. Non, mais c'est pas faux. C'est-à-dire que c'est vrai que le choc qu'on observe,
sur le pouvoir d'achat à travers la hausse des prix pétroliers. Hein. C'est 20% de hausse sur un an, hein, ce qui est beaucoup. On va dire que 2 tiers sont liés à la hausse des prix du baril et un tiers lié à la fiscalité. Ça fait des montants importants, mais en fait, c'est l'effet de double choc qui va jouer. Hein. C'est-à-dire à la fois la hausse des barils qui va impacter directement les prix à la pompe et puis les taxes qui s'ajoutent à ça. Ouais. D'ailleurs, à l'époque de Ségolène Royal, quand tu avais mis en place encore une fois, ces premières taxes sur le diesel, pour le coup, en 2015 de mémoire, comme le pétrole baissait, ça s'est pas senti. Ça ne se voyait pas. Ça a été amorti. L'effet cumulatif. Donc là, on a le double effet qui se coule, qui va jouer, mais qui est pas. Mais le problème, c'est qu'une fois de plus, dans le séquençage des mesures, on n'en est qu'au début. C'est-à-dire que là, le prix du baril de pétrole a quand même reculé. On est à hauteur de 73, il était monté un peu plus de 80 $. Je rappelle juste, c'est pas historiquement très élevé. C'est-à-dire qu'en 2013, 2014, on était avec des barils qui étaient supérieurs à 100 $. La question, qu'est-ce qui se passe si on remonte? C'est-à-dire, sachant que la transition énergétique et la fiscalité écologique va monter en puissance sur tout le quinquennat. Donc on peut avoir des mouvements de contestation très forts parce qu'on n'est pas sur quelque chose qui est considérablement élevé aujourd'hui. Ouais. Sachant qu'il y a cet argument qui peut s'entendre quand le président Macron dit voilà, vaut mieux taxer, nous on préfère taxer encore une fois le carburant, ce qui est polluant, que taxer le travail. Sous-entendu d'ailleurs, le gouvernement baisse, ce qui est vrai d'ailleurs, les cotisations sociales pour les salariés, sauf que c'est oublié qu'à un moment donné, quand on taxe encore une fois le carburant, on taxe le travail quand on est obligé de prendre sa bagnole pour aller au boulot. Voilà, c'est la fameuse dépense contrainte. Donc voilà, donc on ne peut pas séparer les deux. On ne peut pas séparer les deux. Et puis bon, alors après, c'est aussi une forme de communication politique. C'est vrai qu'il y a des gestes envers le travail, sur les baisses de cotisations salariées, mais les retraités, eux, pour le coup, voient une hausse de CSG. Donc un retraité qui doit prendre son véhicule, lui, ça sera un peu la double peine. On voit bien qu'il y a des mouvements forts qui ont été faits pour réduire la fiscalité du capital. La fameuse réforme de l'ESF ou de prélèvement forfaitaire unique, c'est 5 milliards. Donc c'est aussi des choix qui ont été faits. Donc c'est vrai, il y a cet aspect un peu d'inégalité qui peut monter. C'est-à-dire, on va dire, les classes moyennes populaires subissant un peu ces hausses de fiscalité écologique avec un impact très rapide et très direct. Et puis des mesures favorables, très favorables, à justement un certain nombre de ménages plutôt très favorisés. Donc, et d'où la réaction aujourd'hui, la réaction aujourd'hui du président qui fait ce geste. On revient pour le casquette plus chaud. Il nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit Europe 1? Amélioration, en gros, je donne les mesures, amélioration du chèque énergie en faveur des gens très modestes. On était à 150 € par an en moyenne, on passerait à 200 € en 2019. Et puis il y a cette aide au transport qui serait défiscalisée parce que ça a été mis en place en fait par la région de France, par Xavier Bertrand, où en gros pour ceux qui n'ont pas le choix que de prendre leur voiture, qui font plus de 30 km par jour, il y aurait 20 € tous les jours. Là pour le coup ça serait, alors je ne sais pas si c'est 20 € par jour. Par mois. Pardon. C'est par mois, oui, pas tous les jours. Par mois, j'ai pas. En gros, c'est beaucoup. Oui, et donc cette somme-là serait défiscalisée. Enfin, c'est ce que le président Macron souhaite. On se dit quoi? On se dit que le compte y est ou que tout ça reste trop chiche? Non, ça reste assez chiche. D'abord, la hausse du chèque énergie était prévue déjà. Les montants, on parle de 150 millions d'euros. Sur quoi? Sur quelle mesure? Sur le chèque énergie. Les montants affectés. Je veux dire, donc c'est bien de le faire, mais on voit que ça ne répond pas à 150 millions d'euros d'un coup et 4 milliards de l'autre. Donc voilà, il y a quand même ce. Donc encore une fois, quand on met bout à bout les choses qui a été annoncées ces dernières heures par l'exécutif, il y a un problème de bouclage budgétaire. C'est-à-dire que 2019 a été une année très sensible parce qu'on voit qu'on a un ralentissement de la croissance. Il y a des nouvelles mesures qui ont été annoncées. On voit qu'on a eu globalement la transformation du CICE qui fait 20 milliards sur une seule année. One shot. Mais on va avoir un déficit qui risque de frôler les 3%. Et donc les marges de manœuvre budgétaires sont extrêmement réduites. Et c'est pour ça que le gouvernement ne veut pas faire de croix sur cette hausse de taxes sur les carburants et n'a pas de grain à moudre. N'a pas de grain à moudre. Et donc du coup, c'est effectivement le choix plutôt de la fiscalité écologique que d'augmenter d'autres types de taxes. Mais par contre, ça a des effets assez importants sur le pouvoir d'achat des ménages et sur les effets dits redistributifs. Donc c'est-à-dire que toute la baisse de la fiscalité du gouvernement sur le travail ou autre, inférieure ou supérieure aux hausses de taxes sur les carburants? Alors, il faut voir, globalement, on voit par exemple les cotisations salariées qui sont elles sont financées par la hausse de CSG, ce n'est pas la fiscalité écologique. Il faut se souvenir comment ça a fonctionné, c'est un financement différent de la protection sociale. Donc ça passe pas par là. Il y a toute la réduction de la fiscalité sur le capital et les entreprises qu'il faut financer aussi. Il y a la réforme de la taxe d'habitation. Si je donne les ordres de grandeur, en gros, la réforme de la taxe d'habitation sur le quinquennat, on ne sera pas loin d'avoir un montant à peu près équivalent à ce qu'il y a du côté de la fiscalité écologique. Ça veut dire que, pardon, mais c'est horrible à dire, mais que cette baisse de taxe d'habitation, elle sera mangée quasiment par la hausse de fiscalité. Donc avec des effets redistributifs très forts. Sur le carbone, enfin sur toutes les énergies carbone. Vous voyez que
initialement, la fiscalité, la réforme de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, c'était 10 milliards. Ouais. On va aller un peu plus loin parce que c'est l'intégralité qui va être supprimée. Alors, on ne sait pas si on en avait résidence secondaire. On devrait parler de 16 milliards, quelque chose comme ça, pour la réforme de la taxe d'habitation. 16 milliards, c'est à peu près. Et la fiscalité écologique, in fine, elle augmentera à peu près de 14 milliards. Oh là là. Donc, les ordres de grandeur sont un peu de ça. Donc, c'est vrai qu'on prend d'un côté, on reprend de l'autre. Ce n'est pas les mêmes qui sont les gagnants et les perdants. Donc, il y a un peu de confusion là-dessus. Et c'est vrai que la fiscalité écologique, quelque part, on va dire, entre guillemets, à bon dos, dans le sens où elle ne va pas forcément financer des modifications de comportement, de transition ou d'une modification du système de production. Ok, donc on finit là-dessus. Donc ce que j'entends, c'est que ce geste-là, ce qui étaient les mesures proposées ce matin par le président, sont insuffisantes au regard, quand on parle des montants, de ce qu'on va prendre dans la poche des Français en matière de hausse de taxes sur les carburants. Une fois de plus, il ne faut pas… Parce que ça va dans le bon sens, mais on est dans 3% qu'il faut respecter. Et bien sûr, on est dans le deux poids, deux mesures. Donc c'est vrai que cette trajectoire de la fiscalité écologique, qui est certainement nécessaire aujourd'hui, n'est pas compensée sur le pouvoir d'achat des ménages et va être un outil finalement de bouclage budgétaire. C'est-à-dire que ça va être utilisé pour réduire le déficit public. Il faut rester sous le cadre des 3%. Et qu'il y a un objectif de trajectoire de déficit public. Bon, je pense qu'on a fait le tour, c'était hyper clair et très intéressant. Merci pour ces explications. Merci David. Tout ça est signé Mathieu Plane, directeur adjoint du département Analyse et prévision de l'OFCE. Merci.